Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, à 40 jours du début du marché de Noël de Strasbourg, la ville a présenté cet après-midi le programme officiel. Vous souffrez peut-être de mal de dos comme plusieurs millions de Français. Jusqu'à vendredi, les chiropracteurs proposent des bilans gratuits pour vous aider à vous soulager. Et puis nous vous emmènerons en fin de JT au couvent des Sœurs de la Divine Providence qui fête ses 200 ans de présence à Ribeauvillé. Certes, la météo de ces derniers jours prête plus à parler de piscine et de terrasse, mais la 450e édition du marché de Noël de Strasbourg débutera dans 40 jours. La ville de Strasbourg a présenté cet après-midi le programme des festivités. Plus d'explications avec Cécile Motz. J-40 avant le coup d'envoi des festivités. Parade de Père Noël à vélo, forêt d'arbres géants rue de la Mésange, hommage à Tommy Ungerer ou encore le Saint-Nicolas de passage en bateau dans le cœur de ville. Voilà quelques-unes des nouveautés pour cette édition 2019. Ce marché de Noël proposera 3 univers, un Noël magique, un Noël autrement et la récré de Noël. L'année dernière, 2 millions de visiteurs sont venus à Strasbourg. Cette année, le but n'est pas d'augmenter la jauge, mais bien d'inciter les touristes à prolonger leur séjour. Pour avoir des visiteurs justement qui restent plus longtemps, qui consomment plus local, eh bien il faut proposer de l'offre locale, valoriser notre patrimoine, encore une fois viticole. On mettra beaucoup le vin en avant, ce beau produit d'Alsace cette année, et aussi des animations plus originales, comme un concert électro, comme des conférences débats assez originales. Donc c'est cet équilibre qu'on veut, à la fois la modernité internationale d'une grande ville, et aussi nos 2000 ans d'histoire et de tradition, pour pousser les uns et les autres à pas faire juste un petit aller-retour à la cathédrale et repartir avec une cigogne fabriquée en Chine, mais pour prendre le temps de nous découvrir, de goûter nos saveurs et de rester chez nous plus durablement. En tout, 500 animations sont prévues, lumière, débat, chorale, activités pour les enfants, il y en aura pour tous les goûts. Le marché de Noël représente toujours un événement majeur pour la ville de Strasbourg. Le marché de Noël, c'est un élément de rayonnement, d'attractivité de notre ville. Il y a beaucoup d'emplois derrière cet enjeu. Il y a beaucoup de visibilité pour notre ville. Mais il faut être attentif aussi à la réappropriation de cette manifestation par tous les Strasbourgeois. C'est pour ça qu'on a une offre pour les enfants de notre ville, que l'on a aussi des activités un peu différentes avec par exemple le marché off. Tout cela autour des valeurs de Noël. Il y a aussi le village du partage. Et puis cette année, en pays invité, on a le Liban et la ville de Byblos. C'est un signe de solidarité et de dialogue avec les chrétiens d'Orient. Après la Finlande l'an dernier, c'est le Liban qui sera le pays invité cette année. Place Gutenberg, 18 chalets seront présents jusqu'au 26 décembre. Le temps de découvrir spécialités et artisanat de cet invité d'honneur. C'est une participation assez importante pour le Liban. Le Liban est un pays porteur d'un message, c'est un message universel, un message de paix et d'amour et de partage entre les êtres humains. C'est un pays multiconfessionnel, donc on vient portant ce message durant Noël. Mais avant de découvrir ces spécialités et toutes les traditions que nous connaissons, il va falloir encore un peu patienter. Le 22 novembre à 14h, les portes de cette 450e édition du marché de Noël s'ouvriront. Et les mesures de sécurité de ce marché de Noël seront annoncées très prochainement. À noter qu'une commémoration devrait avoir lieu le 11 décembre. En mémoire donc de l'attentat de l'an dernier, la ville est actuellement en discussion avec les familles des victimes. Des millions de Français sont concernés par le mal de dos. Quel que soit l'âge, de nombreux médicaments professionnels existent pour soulager ces douleurs. Parmi eux, les chiropracteurs. À l'occasion de la Journée mondiale de la colonne vertébrale, ils offrent toute cette semaine un bilan vertébral et postural afin de mettre le doigt sur les points de douleur et d'en connaître la cause. Un reportage de Fanny Kunz. Alors, on va faire un petit bilan de votre colonne. On va déjà regarder un petit peu si votre bassin est équilibré. Là, on a une petite jambe courte à gauche. On va vérifier si c'est cohérent avec le déséquilibre de votre bassin. Un mal de dos, des cervicales qui coincent, c'est le quotidien d'Éric Lehmann, chiropracteur depuis 17 ans. Il traite des patients dont les douleurs sont apparues suite à un accident, en raison de mauvaises postures ou de gestes répétés. Même si la manipulation ressemble à l'ostéopathie ou à la kinésithérapie, elle reste pourtant bien différente. La chiropraxie, c'est la
Le diagnostic, la prévention et la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, plus exactement des troubles neuromusculo-squelettiques, et bien entendu la correction de ces troubles une fois qu'ils ont été détectés et évalués avec le patient. La principale acte qu'on va pratiquer, c'est ce qu'on appelle les ajustements chiropratiques, donc qui ressemble à une manipulation mais qui est tout à fait douce et spécifique. Et nous, on va intervenir plutôt sur l'aspect directement articulaire. Dans le cadre de la semaine de la colonne vertébrale, l'Association française de chiropraxie offre des bilans vertébraux et posturaux sur rendez-vous. Pour les chiropracteurs, c'est l'occasion d'identifier les troubles, de délivrer des conseils et d'apaiser les douleurs. Pour les patients, c'est un moyen de comprendre les troubles musculo-squelettiques dont souffrent près des 3/4 de la population française. On va pratiquer en fin de compte un examen de la colonne vertébrale du patient pour mettre en avant peut-être un certain nombre de dysfonctionnements, peut-être ça et là aussi trouver des colonnes vertébrales qui fonctionnent parfaitement bien, ça serait sympa aussi, parce qu'on n'en voit pas si souvent finalement. Donc, et de pouvoir effectivement faire le point avec le patient sur ces symptômes, s'ils sont en lien effectivement avec ces dysfonctionnements, est-ce qu'il y a des gestes et postures qui peuvent favoriser ça, éventuellement donner quelques conseils déjà correctifs et le cas échéant, découler sur une consultation s'il y a une prise en charge spécifique à faire. En France, les troubles musculo-squelettiques représentent environ 10 millions de journées d'arrêt de travail par an. L'Alsace est une région riche en châteaux forts, mais les préserver et les sécuriser n'est pas une mince affaire. Alors depuis 2016, le département du Bas-Rhin, puis celui du Haut-Rhin, on recrute des veilleurs de châteaux. Ces veilleurs sont des bénévoles et ils servent en quelque sorte d'anges gardiens pour leur château. 4 petits nouveaux ont rejoint l'aventure et reçu leur équipement. Adrien Laby. Du haut de cette tour, 7 siècles d'histoire vous contemplent. Installé sur les hauteurs de Münster, le château de la Schwarzenburg avait pour mission de surveiller la puissante abbaye en contrebas. Témoin des luttes de pouvoir de l'époque médiévale, la forteresse est en ruine depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, seules quelques légendes l'habitent encore, mais il demeure un important témoignage du passé. Ce château est fortement ruiné, mais il est quand même une empreinte de l'histoire dans la vallée. Et surtout, il fait partie du patrimoine historique, architecturel et surtout culturel de la vallée. Et c'est pour cela qu'il est important de le maintenir en état, de le consolider et de le valoriser. Merci pour votre engagement. Merci à vous. Aujourd'hui, 4 nouveaux gardiens prennent leur quartier à la Schwarzenburg. Ce sont les veilleurs de château du conseil départemental. La mission de ces bénévoles, surveiller régulièrement l'évolution de la vieille forteresse et défricher le terrain pour éviter que la végétation ne finisse par l'engloutir. Le castral, c'est quand même quelque chose de mon enfance. J'habitais donc à Colmar et autour de Colmar, il y a plein de châteaux. Et c'était le terrain de jeu de tous ces châteaux. Donc le premier château où j'ai été veilleur, c'était le Schrankenfeld, puis ensuite le Schwarzenburg. Alors pourquoi ? C'est surtout que je veux que ça se préserve pour la génération future, quoi. Derrière la mission des veilleurs, l'enjeu de la préservation du patrimoine castral haut-rhinois. Si nombre de places fortes sont aujourd'hui en ruine, au conseil départemental, on souhaite que ces sites soient accessibles aux promeneurs en toute sécurité. Les veilleurs interviennent en amont d'éventuels travaux. C'est l'évolution de l'état de la ruine qui nous permet d'orienter les mesures ultérieures à prendre. Parce qu'on saura que sur tel pan de mur, il y a une urgence plus nette que sur un autre pan de mur qui, lui, n'évolue pas. En tout, une quarantaine de sites ont été identifiés dans le Haut-Rhin. Pour l'heure, 50 personnes interviennent sur 9 châteaux. Afin de renforcer son dispositif, le département est toujours à la recherche de veilleurs bénévoles. À Ribeauvillé, la congrégation des Sœurs de la Divine Providence fête ses 200 ans de présence dans la commune. Après une vie passée à enseigner, aujourd'hui les sœurs sont à la retraite et personne ne semble prendre la relève. Alors quel avenir pour les Sœurs de la Divine Providence ? Un reportage de Camille Roland. Au pied des 3 châteaux de Ribeauvillé, les hauts murs du couvent de la Divine Providence abritent une communauté à l'histoire peu commune. Les Sœurs de la Divine Providence fêtent ce mois-ci leurs 200 ans de présence dans cette commune haut-rhinoise. C'est aujourd'hui la maison mère de la congrégation, mais son origine est bien plus ancienne. La congrégation elle-même n'est pas née à Ribeauvillé. Le père Kremp, qui l'a fondée en 1783, on a un texte officiel qui l'atteste, a fondé cette association de jeunes filles pour enseigner gratuitement les petites filles pauvres de la campagne.
Appelée aussi les Sœurs Grises, cette nouvelle association prend de l'ampleur. Lorsque le père Louis Kremp décède en 1817, 106 sœurs enseignaient partout en Alsace. Après plusieurs déménagements, l'abbé Bruno Mercian, originaire de Ribeauvillé, rachète les bâtiments du couvent construits par les moines augustins. Une entreprise qui va lui coûter la vie puisqu'il prend froid lors d'un voyage à Paris et c'est son frère qui acheva son œuvre. Aujourd'hui, toutes les sœurs sont à la retraite, 35 vivent encore au couvent. Pour la plupart, la vie de sœur était une vocation. C'est le cas de sœur Françoise, arrivée ici à l'âge de 14 ans. J'étais toujours à l'école chez les sœurs et ça me plaisait bien. J'ai aimé l'école. Terriblement. Et quand je voyais les sœurs travailler, je me disais ça je veux faire plus tard. Si beaucoup d'entre elles ont enseigné toute leur vie, elles restent actives, même retraitées, et s'engagent dans des activités pastorales et caritatives. Mais la relève n'est pas là, ce qui pose la question délicate de l'avenir de la congrégation et du couvent. C'est dur à vivre dans le sens où on ne voit pas la descendance, si on veut dire comme ça. Mais j'ai confiance en l'avenir dans le sens où il y a des laïcs qui prennent un peu la place et puis qui entrent dans notre manière de vivre. La congrégation souffle en ce moment sa 200e bougie de présence à Ribeauvillé, à l'initiative de la Société d'histoire de la ville. C'est un lieu cher au cœur des sœurs, parce que c'est le lieu de départ où on fait notre première profession. C'est un lieu de formation, toutes les grandes fêtes, les jubilés, mais aussi tous les moments forts de la congrégation se passent ici. Et donc c'était important, ça donnait l'occasion de regarder le passé, comment des personnes ont marqué notre histoire, ce qu'elles en ont fait dans les moments de tourmente, notamment, comme dit, les Kulturkampf, les guerres et tout ça. Et puis ça doit nous booster un peu pour l'avenir. Plusieurs rendez-vous seront ouverts au public, notamment le 19 et 26 octobre prochain. Des moments pour continuer à faire vivre le lieu en attendant de connaître son avenir. Un avenir sur lequel planche actuellement une commission de la congrégation. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. 5 des 10 candidats présélectionnés pour l'élection de Mister France Grand Est 2019 sont alsaciens. De là à en déduire que nous sommes plus beaux que les autres, je vous laisse juge. En tout cas, bonne chance à Adem de Colmar, Lorenzo de Mulhouse, Mathieu de Sainte-Croix-en-Plaine, Maxime de Kems et Soufiane de Strasbourg. En plus, l'élection se déroulera à domicile pour eux, au Colis Martis à Colmar. Vous pouvez réserver vos places au tarif de 35 €.